Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est convenable. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à la Devox pour toute la logistique, l'infrastructure. En plus, on va un petit peu parler de ça. Et l'organisation. Bienvenue. Vous pourrez poser les questions à la fin. La présentation devrait durer à peu près 40 minutes, un petit peu moins si jamais je traîne pas trop. Voilà. Donc, le sujet du jour, où va la data science? Alors, mes collègues, mais aussi un certain nombre d'entre vous, m'ont fait la blague, c'est par là, c'est par-ci, donc c'est normal. Plus sérieusement, le but de cette présentation, pour moi, ça avait été de répondre à une question que je croyais plutôt facile à répondre. Donc, dans le contexte qu'on connaît, où on entend parler d'un nouveau métier, le métier de Machine Learning Engineer, dans ce contexte où on parle de plus en plus de MLOps, donc un contexte dans lequel on exige que la data science produise des produits et plus simplement des POC ou des notebooks, dans un contexte où les entreprises, nos clients en particulier, se dotent de plus en plus souvent de data platforms complètes. La question à laquelle je souhaitais répondre, c'était quel est le rôle, quel est l'avenir un petit peu des data scientists. Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs. Je vais me présenter brièvement. Je suis Daoud Chami, data scientist chez Positive Thinking Company depuis un peu plus de 5 ans maintenant, 5 ans et 3 mois ou 2 mois, je n'ai pas le compte précis. Donc, Positive Thinking Company, c'est un groupe international d'une certaine ampleur. Il y a 6 expertises. Moi, je vais me contenter de vous parler de data et d'analytics aujourd'hui. Maintenant que je me suis présenté, ça va être à votre tour. Vous pouvez sortir vos téléphones et scanner ce QR code. Alors, l'idée un petit peu, c'est de se dire, bon, là, c'est un data scientist qui vous parle aujourd'hui, on est à la Devox, je ne m'attendais pas à ce que 100% du public soit data scientist, loin de là, hein, la présentation, elle est ouverte à toutes et à tous. Cela étant dit, plusieurs choses, hein, j'aimerais déjà connaître un petit peu le public, et surtout, j'aimerais avoir l'avis du public sur une question. C'est un peu la question centrale de la présentation. Si vous répondez bien, je ne vais pas au bout de la présentation, c'est pas la peine, mais si vous ne répondez pas bien, je vais faire toutes les slides. Alors, magie du direct. Je vais attendre quelques secondes avant de cliquer, le temps que tout le monde ait pu remplir le petit formulaire. Voilà, et là, si tout se passe bien, hop. Et les réponses. Donc, est-ce que quelqu'un qui est un petit peu mieux placé que moi peut me dire à peu près ce qu'il y a? J'arrive pas très bien à lire. Je vais me déplacer un instant. Donc c'est intéressant, il y a une majorité de data engineers et de autres, donc de personnes qui ne se situent pas forcément sur ce spectre-là de la tech. Et ensuite... Donc, merci beaucoup. On a... Ah oui, ça se met à jour. Donc, c'est assez équilibré. Hein. Est-ce que les data scientists devraient être DevOps? À peu près une petite minorité de oui, une bonne partie qui dit non, certains qui disent peut-être ou je ne sais pas. C'est surtout à eux, enfin, c'est à tout le monde que je m'adresse, bien sûr, mais eux vont peut-être changer d'avis d'ici la fin de la présentation. Et si on va un petit peu plus bas dans le formulaire, j'essaye de ne pas trop rapprocher les deux micros, sur l'hypothèse du remplacement du métier de MLE, enfin de data scientist par celui de MLE. Bon, la plupart des gens disent non, mais quand même, il y en a qui disent je sais pas, il y en a qui disent oui. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ensemble de tirer un petit peu ça au clair. Alors, comment je fais pour retourner? C'est pas comme ça. Du coup, au programme, on va essayer de cerner un petit peu mieux ce qu'est le métier de data scientist. Là, je vais utiliser le mot métier et le mot expertise
d'une façon bien précise. Une expertise, c'est un savoir-faire. Et un métier, c'est un ensemble plus ou moins bien défini d'expertise. Ça aura son importance pour la suite. Ensuite, on va faire un petit peu il y a écrit topologie, mais de géographie, de cartographie, comme vous voulez. On va essayer de situer les métiers de la data, les uns par rapport aux autres, en particulier le métier de data scientist par rapport aux autres métiers. Et ensuite, on va essayer de voir, ce contexte-là étant posé, quelle perspective s'offre au métier de data scientist. Et puis pour les plus observateurs, vous pourrez apprécier le petit jeu de mots que j'ai mis pour la partie 3, qui aime le DevOps. C'est bon ? Donc, qu'est-ce que la data science ? Sur une grande chaîne d'information française en continu, on a pu lire quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur les métadonnées, apparemment, qui infiltre des réseaux informatiques et qui fait des algorithmes de décryptage. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, soit ça fait 6 ans que je ne fais pas le bon métier et personne ne m'a rien dit, soit quelqu'un s'est senti assez à l'aise pour, devant des centaines de milliers de téléspectateurs et de téléspectatrices, écrire quelque chose comme ça. Bon, c'est une blague, hein, mais cette slide, selon moi, elle seule, elle justifie qu'on définisse un petit peu mieux ce qu'est le métier de data scientist. Le but de la présentation, c'est pas de faire un tour complet de ce métier-là, mais au moins de faire en sorte que pour le reste de la présentation, on parle un peu de la même chose. Très simplement, le data scientist, c'est celui qui produit le code qui est nécessaire à la transformation d'une donnée en un modèle. Alors, selon les situations, soit le data scientist va faire le code, soit il va faire le modèle, soit les deux, mais globalement, c'est là qu'il intervient. Bien sûr, hein, le data scientist, il ne fait pas du tout que ça. Mais ça, c'est un élément différenciant du data scientist. Je vais prendre un exemple très rapide. Ici, vous avez un petit jeu de données. Chaque ligne représente une maison qui a été enregistrée sur un site de vente de maisons, d'achat et de vente. Chaque colonne représente une variable qui décrit un bien. Et la dernière colonne représente le prix. Est-ce qu'on est capable, à partir des données qui décrivent un bien, de prédire son prix ? Essentiellement, ça, c'est le métier du data scientist. Alors, l'hypothèse de base, c'est qu'il y a des corrélations qui existent, par exemple entre la taille en termes de nombre de pièces et le prix, ou sur la surface habitable et le prix. Le data scientist, lui, il va un petit peu plus loin que les corrélations. Il va aussi faire ce qu'on appelle du feature engineering. Donc, il va combiner des informations pour en créer une nouvelle. Là, ici, par exemple, le pourcentage de surface habitable, qui peut se calculer avec la taille de l'habitation rapportée sur la taille du terrain. Et avec ça, on peut créer une nouvelle variable. Donc, le data scientist, il va un petit peu mobiliser des connaissances business. Il n'y a pas besoin d'être un expert de l'immobilier pour faire ça, mais bon, quand même, il fallait y penser. Donc ça, très simplement, c'est le métier du data scientist. Collecter l'information et créer l'information quand elle n'est pas disponible, qui sera nécessaire pour faire une prédiction, dans un premier temps un apprentissage, et dans un second temps une prédiction. Déjà, on peut voir une première différence avec le métier de data analyst. Le data scientist, il prédit, le data analyst, il décrit. C'est très vite dit comme ça, hein. On peut même dire qu'il y en a un qui utilise les probas, le data scientist, et l'autre qui utilise des stats. C'est très vite dit, encore une fois. Et déjà, ça nous donne un premier aperçu d'une frontière entre ce que ferait un DS et ce que ferait un data analyst. Donc, je vais reprendre mon petit schéma. Voilà où se situe le data scientist. Mais bien sûr, il y a quelques data scientists dans la salle, ou même des gens qui côtoient des data scientists. Vous savez que les data scientists ne font pas que du machine learning. Là, ce qu'on a décrit, c'était du machine learning. On ne fait pas que ça. On connaît tous des data scientists qui font un petit peu de data analyse. Ça arrive. On en connaît tous. Le data scientist, il ne fait pas que du machine learning et de la data analyse. Ça peut aussi arriver, c'est un peu plus rare, mais qu'il soit plutôt bon en data ingénierie. Donc préparer la donnée, la mettre en forme, la stocker, tout ça de façon la plus optimale possible sur des systèmes distribués. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Bon, et là, vous devriez vous dire, oui, ok, mais le data scientist, il ne fait pas que ça, il peut aussi faire d'autres choses. On en connaît certains qui font aussi du déploiement, de la CI/CD. Bon, là, vous voyez où je veux en venir, ça commence à faire un peu beaucoup. Il y a un petit peu une inflation des expertises. Alors, autant on est à peu près tous d'accord pour dire que le machine learning, c'est un prérequis pour la data science. La data analyse, peut-être. Bon, data ingénierie, DevOps, là, ça commence à être... MLOps, plutôt, ça commence à être beaucoup. Donc, ce qu'on observe ces dernières années, en effet, c'est une inflation du domaine d'expertise du data scientist. Alors, je peux l'illustrer avec 2 sources. Là, vous avez les QR codes. Si vous les scannez, c'est les sources que j'ai utilisées.
Là, le diagramme de Venn que je vous montre, je pense que tout le monde, en tout cas tous les data scientists l'ont déjà vu au moins une fois. On nous explique que le data scientist, c'est quelqu'un qui fait donc, des maths, de l'informatique, et qui mobilise une connaissance métier. Ça, c'est le genre de choses qu'on pouvait voir il y a un certain temps de ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le métier de data scientist, eh ben, c'était le genre de choses qu'on pouvait trouver en ligne. Et moi, personnellement, ça me convenait très bien parce que j'avais fait des maths, de l'info, puis connaissance métier, je n'avais pas fait particulièrement, mais bon, voilà. Là, au moment où j'ai écrit ces slides-là, donc ces slides-là, je les ai rédigés il y a quelques semaines, je suis tombé sur quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est écrit, c'est que finalement, vous avez besoin de personne, sauf d'un data scientist, il va tout faire. Il n'y a pas besoin de data engineer, pas besoin de data analyst, machine learning engineer non plus. Vous prenez un data scientist, il va tout gérer. Et donc moi, ma question, c'était de se dire comment est-ce qu'on est passé de la première image, de la première définition, à la seconde. Alors pour être parfaitement honnête, quand j'ai commencé à faire ces slides-là, j'avais une idée en tête quant à la réponse à la question de savoir si les MLE allaient remplacer les DS. Je ne pensais pas que ça allait être le cas, mais je pensais que j'allais finir cette présentation en concluant et en disant, voilà, les data scientists, il faut que vous vous mettiez à faire du DevOps maintenant, ou du MLOps. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que je vais conclure. Bon, alors déjà, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que on a eu un tel changement, pourquoi est-ce qu'on a eu une telle inflation des expertises des data scientists, autour des data scientists. Pourquoi est-ce qu'on leur demande, pourquoi on a l'impression qu'on leur demande de plus en plus de choses. Il y a un article qui est sorti il y a quelques années de ça, sur la dette technique, mais cette fois-ci propre au système de machine learning, qui montre qu'il y a un certain nombre d'écueils vraiment propres aux solutions de machine learning qu'on peut rencontrer, auxquels on peut faire face quand on va passer d'un prototype à un produit ou une solution déjà un petit peu finie. Alors je peux vous donner un exemple, ça parlera plus aux data scientists qu'aux autres, mais c'est qu'en tant que data scientist, par exemple, quand vous travaillez sur un POC, quand vous travaillez sur un prototype, vous pouvez parfois avoir la possibilité de créer des données en faisant par exemple un group by, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à suffisamment de personnes, je l'espère. Cette opération-là, elle vous permet de créer une nouvelle variable qui vous aide à très bien prédire ce que vous voulez prédire. Et une fois arrivé en production, surprise, on vous apprend que ça n'a à peu près aucun sens, ce group by. C'était faisable quand la donnée elle était morte et arrêtée comme ça. Mais là, en streaming, avec la donnée qui arrive, il n'y a à peu près pas de sens à faire de group by. Donc voilà, ça c'est le genre de petits risques auxquels on peut être confronté quand on va d'un POC vers une solution dans le domaine du machine learning. C'est qu'un exemple. Dans l'article, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pas trop voulu en citer parce que déjà je les maîtrise pas toutes et puis ensuite ça aurait pris tout le temps de la présentation, mais je vous encourage vraiment à aller lire cet article. Je peux vous donner un autre exemple, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé mais qui doit arriver assez souvent, c'est le fait qu'un modèle soit entraîné grâce à la sortie d'un autre modèle et donc potentiellement qu'il soit utilisé ensuite grâce à la sortie d'un autre modèle. Et là, vous voyez bien qu'en production, c'est calamiteux, quoi. Donc ça crée des dépendances de toutes parts. Et changer un modèle, ça implique de casser un autre modèle. Voilà, donc il y a beaucoup de spécificités. Donc cet article, à lui seul, déjà, il permet d'expliquer le fait qu'il y a une telle tension autour des métiers de la data, mais spécifiquement sur l'expertise du MLOps. Parce que c'est là-dessus qu'aujourd'hui, l'industrie se confronte au plus de risques. Et le point de réassurance, il s'est déplacé. Donc là où naguère on pouvait en tant que data scientist faire des POC, donc répondre à la question est-il possible de prédire, ça va de moins en moins souvent être le cas. Moi, à titre personnel, en tant que data scientist, ce que je constate, c'est que les clients, ils se préoccupent plus de savoir si c'est possible de prédire. Ils partent du principe c'est le cas. Ils se disent, bon, sachant que je peux prédire, comment je intègre ça à moi ici. Donc toutes ces choses-là, elles contribuent à faire que la tension, elle va plutôt être mise sur les questions infra, DevOps, que sur la question machine learning. Donc moi, face à ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que mon métier va disparaître ? Est-ce que je vais devoir devenir data ingé ou MLE ? J'espère que non. Donc je vais reprendre ce schéma, et ce que déjà moi j'ai pu constater avec ce schéma qui est très simpliste, c'est que c'est relativement facile, je pense, pas besoin d'être DE ou DS pour le faire, de tracer un trait plutôt net, il y a un peu de fluidité toujours, mais entre les DS et les DE. C'est assez facile si je vous donne une tâche, par exemple. Je ne vais pas donner d'exemple forcément, mais on est tous à peu près capables, plus ou moins précisément, de dire « Ah, mais ça ressemble plus à ce que devrait faire un DE, ça ressemble plus à ce que devrait faire un DS. » C'est pas exclusif, hein. On a déjà vu des DS faire des choses assez proches de ce qu'un DE peut faire, et inversement, mais en bonne moyenne, on est à peu près tous capables de le faire. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Même remarque,
pour des problématiques de data analyse. Un DS peut faire du dashboarding, un data scientist peut faire du dashboarding. S'il y a un data analyst qui est là, bon, bah déjà, c'est un peu plus évident de savoir qui va faire quoi. Maintenant, là, le souci, c'est que vis-à-vis des expertises de MLOps, déployer, mettre en production, créer une pipeline de CI/CD, donc qui va automatiquement faire déployer du code, monitorer un modèle, déployer un modèle. Là déjà c'est un peu moins net et on a l'impression que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord de qui devrait faire quoi. On a certains qui nous disent que le data scientist, bah oui, il devrait faire du DevOps. On en a certains qui nous disent, quand je dis du DevOps ou du MLOps, mais certains qui nous disent que non, pas du tout. Le data scientist, il fait que des notebooks. Et moi, c'est là-dessus que j'avais un petit souci. Et en cherchant sur Internet, j'ai pas trouvé forcément beaucoup de sources qui allaient dans mon sens, puisque moi, initialement, j'étais plutôt d'avis que les compétences de MLOps devaient échoir au data scientist. Et en fait, si j'ai trouvé peu de sources, bah, c'est parce qu'il semblerait que mon avis, c'était vraiment que le mien, et que sur Internet, c'était pas trop ce qui semblait se dessiner. Alors, ma démarche, ça a été la suivante. Ça a été de se dire, bon, déjà, c'est qui les MLE? Alors, ça peut paraître un petit peu évident pour certains. Pour moi, en tant que data scientist, ça n'était pas tant que ça. Et notamment, je me posais la question de savoir qui, aujourd'hui, constituait le gros des MLE en termes d'origine, en termes d'études ou en termes d'anciens métiers. En termes de responsabilité, on situe à peu près où c'est, même si la frontière peut être floue. Et donc, pour ça, je me suis basé sur une étude que LinkedIn a fait. J'ai de la chance parce que l'étude date de 2022, donc il y a un an, j'aurais pas pu vous partager cette étude-là. On nous apprend que, à travers cette étude, il y a un certain nombre de métiers qui sont en très forte croissance. Là, ici, vous avez la méthodologie de l'étude. Ça a été réalisé sur 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'attendrait à ce que le métier de MLE soit en très forte croissance. Alors, avant de vous révéler la position du métier de MLE dans ce classement, selon vous, quel est le top 1 des métiers en plus forte croissance? Data engineer? Non, c'est pas data engineer. Pardon? Dev? Non, c'est pas dev. Non, c'est quelque chose comme consultant en vaccinologie. Voilà. Vous ne pouviez pas deviner. Donc, les machine learning engineers, voilà, on en a une petite description de la part de LinkedIn, une description qui colle plutôt bien à ce que moi j'avais compris de ce métier-là. On a une information assez intéressante sur leur origine. Alors, LinkedIn nous apprend que l'origine principale des machine learning engineers, ça va être des software engineers. Et après réflexion, c'est pas un faux ami ou un truc comme ça en anglais. Software engineer, ça veut dire développeur. Ça veut pas dire data engineer. Data engineer, il aurait écrit data engineer. Non. Software engineer, pas data engineer. Ça m'a un petit peu surpris. C'est des data scientists aussi. Et ensuite, c'est des artificial intelligence specialists. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et je pense que c'est peut-être un métier qui est peut-être plus propre aux pays anglo-saxons. Donc je vois pas trop ce que c'est. Mais n'empêche, c'est assez intéressant. On voit que software engineer et machin spécialiste à part, une bonne partie des machine learning engineers, c'est des data scientists. Donc on est censé penser quoi de ça? On est censé penser que en termes d'expertise, être data scientist, c'est censé vachement aider pour être MLE. C'est ce qu'on est censé se dire. Et aussi, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas écrit les proportions de combien de data scientists, etc. Mais on pourrait penser que le métier de MLE, bon d'accord, c'est un nouveau métier, mais c'est peut-être un fork, c'est peut-être une fission du métier de data scientist. Ça pourrait accréditer un petit peu cette thèse. Et sur un article Medium, là, que je vais vous mettre en lien, j'ai trouvé ce schéma-là. J'ai conservé le titre du schéma. Le titre du schéma, c'est Machine Learning Engineering. Et ce schéma-là, il peut paraître assez simple, puisque en jaune, on a à peu près le périmètre des data ingé. On voit que le data ingé, son but, c'est de produire de la donnée. Partant d'une donnée, c'est de reproduire encore de la donnée qui est plus structurée, qui est plus facile à accéder, qui est plus accessible. On voit ensuite que les personnes qui sont plutôt sur la pipeline machine learning, ils vont produire un modèle, ou du code qui fait un modèle, mais enfin, essentiellement ça revient au même. Ils sont responsables de produire un modèle, donc de quelque chose qui transforme de la donnée en donnée, mais en mobilisant du machine learning. Et ensuite, on a des gens qui, avec ce modèle, vont faire du build, vont faire de l'intégration, du test, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont fournir, ces gens-là? C'est écrit en bleu et c'est écrit en gros. Ils vont fournir du code. Alors moi, au début, ce schéma, il me paraissait assez simple à lire. J'avais plutôt l'impression que ça découpait DE, DS, MLE. Et c'est à peu près le cas, parce que m'est d'avis que les frontières entre les métiers, elles devraient se stabiliser à peu près
je regarde le temps qui reste, sur ces couleurs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix de graphisme qui a été fait, parce que là, ce qui est vraiment mis en avant sur la partie bleue, c'est code. Et donc, si jamais on fait le pari que le MLE, lui, il arrive en bout de chaîne, bah, le MLE, il est censé produire du code. C'est pas le cas du data scientist, vous remarquerez, ou en tout cas de la personne qui est sur la pipeline MLE. Et ça nous explique peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que c'est des software engineers qui constituent une partie de ceux qui font le métier de MLE aujourd'hui. Ça ne nous dit toujours pas qui sont les artificial intelligence spécialistes, vous n'aurez pas la réponse, mais au moins on a une réponse là-dessus. Donc moi, mon avis, c'était de me dire, bah voilà, c'est simple. C'est comme ça que les métiers, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, vont finir par se figer. Remarquez, dans les métiers du web, on dit de moins en moins souvent full stack. On aime bien dire front, on aime bien dire back. Alors, il y a encore des full stack, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui fait non de la tête, donc ok, il n'y a plus de full stack. Et voilà, il n'y en a jamais eu, semble-t-il. Mais on sent que les métiers se spécialisent, on ne va pas demander à quelqu'un de tout faire. J'ai fait une présentation similaire à un meet-up, et quelqu'un à la fin est venu me voir en me posant la question. C'était pas une question en fait qu'il m'a posée. Il me racontait une histoire. Il recrutait quelqu'un. C'était il y a un certain temps. À l'époque où les data scientists, on ne savait pas encore qui c'était. La personne lui a dit ben moi j'aimerais bien faire du machine learning, je fais de la data, mais je suis pas de data full stack. Voilà, c'est marrant comme question. Ça veut dire que la personne pensait que voilà, ça peut prêter à sourire aujourd'hui. Mais c'est dire qu'à l'époque, ça avait rien d'évident en fait qu'il y ait quelqu'un dont le métier ce soit de faire du machine learning et de faire du prototypage. Ça n'avait rien d'évident là-dedans. Le fait que d'autres personnes, leur but, c'était de mettre à disposition. Le fait que d'autres personnes, leur but, c'était de faire du déploiement. Ça n'avait rien d'évident. Donc, il a demandé est-ce qu'il y avait des data full stack, en expliquant que lui, il n'était pas data full stack. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais voilà. Et donc, moi, partant de là, je me suis dit, OK, on est en train de vivre peut-être ce que les métiers du web sont en train de vivre. Un peu une simplification, une spécialisation des métiers. Mais quand même, pour en être sûr, je me suis dit que j'allais regarder les offres d'emploi. Je pense que ceux qui ont une bonne idée de comment est-ce que les métiers sont faits, c'est peut-être les recruteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 20 offres d'emploi sur... je ne sais pas si c'est eux qui ont la bonne vision, mais c'est un petit peu eux qui peuvent avoir le dernier mot, en fait. Donc c'est peut-être pas plus mal de regarder. Je suis allé sur Welcome to the Jungle et sur LinkedIn. J'ai regardé 20 offres d'emploi sur chacun des sites pour les DS, donc 40 offres d'emploi DS, 40 offres d'emploi MLE. Et pour chacune des offres, j'ai compté le nombre de fois, ou en tout cas le pourcentage de fois où il était fait mention. Je ne dis pas de façon obligatoire, mais ne serait-ce que mention d'expertise en data ingénierie, donc SQL, BigQuery, Spark, j'ai tout inclus, j'ai vraiment été assez permissif. Le nombre de fois où on allait exiger des compétences en data analyse, idem pour une compréhension business, et enfin le nombre de fois où on allait exiger des compétences DevOps. Quand je dis exiger, c'est pas le bon terme, juste faire mention de compétences DevOps. DevOps, pas DevOps. Et donc c'est là où vous allez entrer en jeu, il va falloir un petit peu participer. Vous allez essayer de prédire, selon vous, dans quel pourcentage des offres de data scientist il était fait mention, ne serait-ce que mention, d'une expertise data ingénieur. Pas tous en même temps. 80%. D'accord, 4 bras, c'est assez élevé. Pas du tout, même pas 30. Et donc là, je vous dis, j'ai compté large. C'est la seule mention de SQL et j'ai compté là-dedans. Il n'y a même pas besoin de... même quand c'était pas un prérequis, je les comptais. Juste, je faisais CTRL-F, SQL. Enfin, pas que SQL, du coup. La méthodologie était un peu mieux faite, mais tout ce qui pouvait avoir trait au traitement de données était inclus. En fait, non, il n'y en a que 30%. Et les offres d'emploi aussi que j'ai regardées, c'est vraiment data scientist, lead data scientist, senior data scientist. J'ai pas regardé les offres d'emploi de AI, spécialiste, machin, ça, j'ai pas compté. Alors, même question sur l'analyse de données. Selon vous, dans quelle proportion est-ce qu'il est fait mention sur les offres d'emploi d'une expertise en analyse de données, donc présenter des résultats, faire du dashboarding, communiquer un petit peu. 100%, 40, 80, voilà. 30%. Ok. Alors selon vous, donc combien de pourcentage des offres il est fait mention d'une expertise business? Expertise business, ça veut dire quoi? Si l'offre d'emploi, c'est pour la banque, on va dire, vous avez une appétence pour les métiers bancaires. Si c'est pour, je sais pas moi, un truc de sport, vous avez une appétence pour le sport, ou vous pratiquez le sport, un truc à peu près de cet acabit-là. Ouais, quelqu'un a dit 80, ouais, mais c'est 60. Et enfin, pour les DevOps,
DevOps, là, j'ai vraiment compté très large. Hein. Donc, Docker, j'ai compté ça comme du DevOps. Ou du 100% pour les data scientists 80 ouais. C'est pas du tout ça. C'est même pas 40%. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, on voit que le truc qui revient quand même le plus souvent, alors partons du principe que 100% des offres exigent qu'on fasse du machine learning, ça j'ai pas vérifié, mais a priori pour le data scientist, ça devait être le cas. Et ben, ce qui vient juste derrière, c'est des compétences business. Voilà. Et quand même un peu de DevOps. Et alors maintenant, on va faire le même exercice avec les MLE. Donc selon vous, dans quel pourcentage des offres sur les 40 que j'ai pu étudier, 20 Welcome to the Jungle et 20 sur LinkedIn, il est fait mention d'expertise DE? 80. Non, toujours pas. Toujours pas. 50. Mais bon, c'est quand même déjà vachement plus. Ça, moi personnellement, ça m'avait surpris. Analyse de données maintenant, pour un MLE. 5, ouais. Bah quand même 20% quand même. Voilà. Compréhension business, 5. Ouais, voilà. Et maintenant, pour le DevOps, bon, bah, pas trop de suspense. C'est pas 100%, il y en avait certains, des offres de MLE, il n'y avait pas besoin de faire de DevOps apparemment, et on pouvait postuler. Donc, voilà, donc ça m'a pris quand même un certain temps de collecter toutes les offres, etc. Et du coup, moi je crois, mais je peux me tromper, on verra dans quelques années, mais ça nous permet de conclure que les MLE, ils vont pas remplacer les data scientists. En tout cas, c'est pas l'avis des recruteurs. Ou alors faut pas faire confiance aux recruteurs. Mais bon, ça donne quand même un indice, puisque les recruteurs, ils sont aussi censés faire un peu le cheminement inverse et voir, adapter les offres au marché. Donc on a vraiment l'impression que c'est deux expertises complémentaires. C'est pas une expertise qui fait ce que fait l'autre plus quelque chose. C'est vraiment En plus, ouais, on la voit bien presque, la complémentarité. On pourrait même les superposer à l'envers presque. Et voilà comment, après avoir fait mes recherches, j'ai mis un certain temps à écrire ces slides. Hein. Ça m'a pris, à les écrire mis bout à bout, ça a dû prendre quelques heures. Mais à produire les slides, j'ai mis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que je savais pas par quel bout le prendre. Et en plus, moi, je tenais à tout prix à conclure en disant: ah bah regardez, les MLE, c'est comme les data scientists en meilleur. Bah ouais. J'ai eu beau essayer, j'ai pas réussi. Et parce que c'est pas le cas, faut croire. Donc, si on revient à la slide que je vous ai montrée avec le diagramme de Venn, qui est assez simple, et qui se transforme en un truc, là, un espèce de truc à double entrée, où le data scientist, il fait tous les métiers en même temps, bah voilà, il faut croire que pas plus que le data scientist devrait être qu'un espèce de Terminator qui fait tout. Le machine learning engineer non plus, parce qu'il lui manque au moins une compétence qui, semble-t-il, est présente dans la majorité des offres d'emploi. Voilà ma conclusion. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous sommes disponibles au stand numéro 24, donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques, non pas si vous avez des critiques, c'est juste si vous avez des questions ou si vous avez envie de dire que ça vous a plu, ou pour toute autre question, on est disponible au stand numéro 24. Voilà, donc merci à la Devox. Et si vous avez quelques et merci questions, à tous. là, on a un petit peu de temps maintenant, si on veut. Voilà, on a un petit peu de temps devant nous pour les questions, donc allez-y, je vous en prie. Donc au final, le MLE, c'est celui qui va prendre le travail du data scientist, ces modèles, les packager, les rendre tout propres pour les envoyer en prod. Est-ce que ça serait aussi une définition? Alors, moi, c'était pas comme ça que j'espérais que ça se conclue. Non, en fait, moi, c'est plutôt même le message inverse que j'essaye de dire, parce que c'est à peu près l'opposé. Ce que je dis, c'est que le MLE, dans la mesure où, semble-t-il, sur les offres d'emploi, il n'est pas fait mention d'expertise business, et dans la mesure où moi, en tant que data scientist, je vous parle d'expérience, c'est à peu près pas possible d'entraîner un modèle de qualité si on n'a pas un petit investissement business, enfin en tout cas de compréhension de la donnée qu'on regarde. Non, moi je pense plutôt que ça veut dire que le MLE, il a de sens que dans un contexte où, d'une façon ou d'une autre, on a pu s'assurer que le modèle était entraînable et qu'on a une assez bonne idée de comment il s'entraîne. Mais tout ça, ça se fait en mobilisant de la connaissance métier. Remarquez toutefois que les data scientists, c'est pas les seuls à l'avoir. Les data analystes aussi, ils peuvent l'avoir. Mais c'était pas tout à fait la conclusion que moi j'aurais tirée de la présentation. Mais non. Okay. Une autre question, j'arrive.
Bonjour. Question pas tout à fait dans le thème de la présentation, mais néanmoins importante. Quelle part de, on va dire, de deep learning, quand je parle de deep learning, ça touche au réseau neuronaux, etc. Si on prend 100 data scientists en France en activité, combien de pourcents touchent à ce genre d'entraînement de réseaux neuronaux? Au doigt mouillé, je dirais entre 15 et 20. Mais je peux me tromper. En fait, le problème pour moi, c'est que dans le chapeau data science, on met beaucoup trop de choses. Et en fait, chacun comprend comme il veut. On croit qu'un data scientist, il va entraîner des modèles. Bah, j'en ai croisé un là. Je lui pose une question par curiosité sur les différents modèles Transformers là. Bah, lui, bah non, je connais pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le drame de l'industrie, c'est qu'on met des buzzwords dans des mots et en fait, on s'y retrouve pas, quoi. Bah, de mon point de vue, ni data scientist ni transformer, c'est un buzzword. De mon point de vue, ça désigne des choses assez précises. Après, en général, je pense que les personnes, et je pense pas du tout qu'ils soient majoritaires chez les data scientists qui font du deep learning, d'une manière ou d'une autre, elles veillent à l'inclure soit dans l'intitulé de leur poste, soit sur leur CV, etc. Parce que, je pense, et en tout cas c'est le cas d'un certain nombre de recruteurs, ils partent du principe que les data scientists, ils n'ont pas forcément à faire deep learning. D'ailleurs, dans l'industrie, la majorité des cas d'application, on les fait très bien sans deep learning. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas forcément la peine de dire data scientist avec ou sans deep learning. En tout cas, quand c'est sans, on ne le mentionne pas. Donc voilà, je dirais 15%, 20% comme ça, mais je ne suis pas sûr. Faudrait faire un sondage. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'ai une question, c'est une question un peu imbriquée, je pense, une double question imbriquée. La première question, c'est quelles sont les compétences qui sont actuellement régulièrement demandées justement pour les ML engineers en termes de compétences techniques, de livres à connaître, etc., etc. Et la deuxième question, c'était est-ce que, c'est ton avis personnel et ton ressenti, est-ce que tu penses en fait que ça veut dire qu'aujourd'hui en fait le marché est en train de devenir mature vis-à-vis de ces problématiques-là? Bah, merci pour la double question imbriquée. Pour répondre à la première, le MLE à minima, il doit savoir créer et maintenir une chaîne de CI/CD. Donc par exemple, si on utilise GitHub, ça va être faire ça avec un fichier de conf.yaml. À minima, ça va être de faire des choses comme ça. Je veux pas en dire beaucoup plus parce que sinon je risque de dire des bêtises si c'est pas déjà le cas. Si, alors si. Il n'y a pas des connaissances parce que en fait, très souvent, un modèle quand il faut le déployer, il faut régulièrement l'intégrer en fait, dans un job. Bien sûr. Peut-être le mettre dans du Spark ou Ouais. potentiellement. Oui, bah, il n'y a pas 36 façons de consommer un modèle. Hein. Après, ça va être, je sais pas moi, ça va être soit une API, soit Kafka, soit des choses comme ça. Oui. Donc bien entendu, il suffit pas de. C'est pas juste du MLOps ou du DevOps. Il y a aussi du Dev, vraiment, parce que il doit livrer une application. Donc il y a du code applicatif qui supporte un modèle et qui fait en sorte qu'il puisse être consommé, que ce soit en stream ou en batch. Donc il y a aussi une composante dev, et le plus souvent, je sais pas, dans 99% des cas, c'est en Python. Et il y a aussi donc des compétences MLOps, celles que j'ai citées. Est-ce que je pourrais ajouter une question Ouais. Est-ce que Python, en fait, actuellement, en fait, est-ce que aujourd'hui la maturité du marché nous demande pas oui, j'avais pas répondu à cette question. D'aller en fait, justement, est-ce que un niveau de maturité supplémentaire, ce serait pas justement d'aller au-delà de Python pour avoir un outil en termes de langage et de tooling général en fait qui permettrait d'avoir quelque chose de plus facilement en fait scalable? Bonne question. Je sais que, alors pour répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu, selon moi c'est un signe de maturité le fait qu'on arrive de mieux en mieux et de plus en plus finement à distinguer des métiers, je pense. En tout cas, si les recruteurs ils y arrivent, c'est plutôt bon signe, je crois. Et donc la seconde question à propos du Python, je sais pas. Je sais qu'en tout cas il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'automatiser un petit peu et de faciliter ça. Je veux pas en citer, mais des outils de MLOps, des plateformes de MLOps un peu clés en main. Il y en a pas mal. Donc ouais, c'est plus forcément à tout prix obligatoire qu'il y ait du Python. C'est juste très fréquent, je crois. Voilà. Ouais, donc moi j'ai une question pour toi. Comment tu es devenu data scientist? Est-ce que tu as passé un diplôme, une certification Alors ouais, je pense que moi je suis devenu data scientist à une époque où il n'y avait pas vraiment de formation data scientist. Donc c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Moi initialement je voulais être prof de musique, mais... comme moi. Voilà, donc les choses sont pas
Voilà. Et du coup, en attendant d'être prof de musique, je me suis quand même inscrit à la fac parce que voilà, fallait bien que je m'occupe. Et plus sérieusement, à la fac, moi, j'ai fait une licence, un peu fourre-tout, mais plutôt dev. Et en fait, par accident, un prof à moi m'a recommandé de prendre un cours de Pro Byte Stat. Donc voilà, en fait, j'ai fait du dev, puis après j'ai fait des maths et du maths avec des devs. Et donc, grâce à ça, j'ai obtenu un diplôme qui, entre le moment où j'ai commencé mon master, enfin, qui a été créé l'année où j'ai fait mon master, et c'est un diplôme qui pourrait ressembler à un diplôme de data scientist, encore que, parce qu'en sortant de ce diplôme-là, de ce master, j'ai plein de camarades de classe qui sont devenus data ingé, et d'autres qui sont devenus data analyst. Donc moi, ça s'est fait un peu par accident. Et la génération avant moi, il n'y avait même pas le diplôme, donc en général, c'était des gens qui faisaient des thèses. Du coup, ils faisaient du Python. Et du coup, ils étaient bons en maths. Et on dit souvent que les data scientists, ils sont meilleurs en maths que les devs et meilleurs en dev que les gens qui font des maths. On peut remarquer que ça peut se prendre complètement dans l'autre sens. Ça veut dire aussi qu'ils sont moins bons en dev que les devs et moins bons en maths que les gens qui font des maths. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'un certain nombre de personnes, la génération d'avant, donc ceux qui venaient de la recherche, se sont dit bon bah voilà, je sais faire un peu plus de dev que mes collègues, je suis meilleur en maths que les devs. Et voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des cursus tout faits, je pense. Enfin, je suis sûr. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. Moi, j'ai une petite question sur la définition des indicateurs pour suivre le modèle, le suivi de sa performance, etc. De ton point de vue, c'est plus une compétence qui est côté du data scientist ou du MLE? Du data scientist. Parce que la façon dont on va mesurer la performance du modèle, elle dépend de la façon dont on va prédire ce qu'on va prédire. Je prends un exemple tout bête. Supposons que, par exemple, je cherche à estimer le prix de vente d'un appartement. Si on a une très bonne compréhension, on peut se rendre compte qu'en fait, la réponse qu'on cherche, ce n'est pas exactement le prix de vente, c'est est-ce que c'est supérieur à un certain montant ou inférieur à un autre, ou dans une tranche de montant. Donc le fait de bien connaître la problématique business, ça permet de bien définir la cible qu'on veut prédire, et donc ça permet de mieux définir le KPI. Donc c'est pour ça que je pense que ceux qui doivent les définir, c'est les data scientists, parce que selon moi, définir le bon KPI, ça peut exiger une bonne connaissance métier. Maintenant, ceux qui vont mobiliser ça au quotidien pour voir si le modèle il marche ou pas, bah, c'est plutôt des MLE, mais ceux qui, selon moi, devraient les définir, c'est des data scientists, les data analysts, enfin, des gens proches le métier, des gens proches du métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a 7 minutes 45, donc allez-y. Ah, là-bas, j'arrive. Merci beaucoup. En fait, je voudrais juste ouvrir une perspective. Je ne suis pas vraiment surpris en fait, par ce résultat. Ce qu'il y a, c'est qu'on a DataMesh qui arrive, et dans DataMesh, en fait, de ce qu'on a vu pour l'instant, on va plutôt aller sur une data serve plateforme qui va être opérée par des ingénieurs, on va dire plutôt type DevOps, qui vont fournir en fait les outils pour les équipes des data products en fait de développer ces data products. Je pense qu'on peut dire qu'un ML product est ou va être un data product. Et c'est vrai que dans ce qui est décrit dans le manifesto DataMesh, on aura plutôt tendance à avoir des data product engineers qui vont faire l'ensemble de la stack. C'est tel que c'est décrit pour le moment. Du coup, ce résultat est intéressant, mais j'aimerais voir ce qui va se passer quand on va commencer à vraiment vulgariser DataMesh et ce que ça va donner en termes de recrutement dans le futur. Ouais, alors moi aussi, cette question-là, elle m'a traversé l'esprit pour les data scientists qui sont dans la salle ou pour les personnes qui connaissent bien la data science. Si on devait vraiment réduire le métier de data scientist à une compétence très précise, qui en fait la chose qu'on fait vraiment mieux que les autres et que les autres font pas trop, il y en a deux, c'est définir les entrées et les sorties, surtout la sortie du modèle, donc précisément ce qu'on doit prédire, c'est pas toujours simple, et faire du feature engineering. Mais comme on ne fait pas que ça, on fait tout un tas d'autres choses. Mais sur ces deux choses-là, je pense que c'est vraiment là que les data scientists peuvent se distinguer. Parce qu'ils ont une bonne compréhension du métier, d'une part. D'autre part, ça reste des gens qui ont fait des maths et de l'info. Donc leur but, c'est de trouver la variable qui va très bien expliquer. Et leur but, c'est de trouver le modèle qui donne la bonne sortie pour un besoin métier. Moi, ma crainte, c'est que si jamais on enlève ça et si jamais on se met à être dans des logiques de AutoML, c'est qu'on va faire un petit peu l'impasse là-dessus. Je vais prendre un exemple. Sur le jeu de données que j'ai montré au début, il y a tout un tas de variables.
Et à un moment, donc je donne un exemple de feature engineering. Si par exemple je prends l'exemple d'un site qui ferait de l'achat et de la vente de voitures d'occasion, il y a beaucoup de variables qui peuvent décrire un véhicule. Un data scientist, ou en tout cas quelqu'un qui connaît bien les véhicules d'occasion, il sait que ça peut être intéressant de diviser le nombre de kilomètres par l'âge du véhicule, ça a du sens. Maintenant, si on a une dizaine de variables, la combinatoire est telle que, au moins pour le feature engineering, on pourrait se retrouver, je sais pas moi, à diviser le nombre de portes par la puissance de la Sonos. Et ça, c'est pas demain la veille que les machines, elles vont... Moi, je vais pas dire que c'est pas demain la veille que les machines le feront pas, j'ai pas envie d'être dans la longue liste de ceux qui... Voilà. Mais ça semble encore être quelque chose sur lequel il y a besoin d'une intervention humaine, et en plus d'une expertise bien précise qui est de se dire j'identifie cette variable et je quantifie à quel point est-ce qu'elle est bonne. Donc là, je pense qu'il reste encore suffisamment de domaines pour lesquels voilà, il y a une vision métier qui est indispensable, au moins pour éviter de produire des variables qui n'ont pas de sens, quoi. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.